Bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui nous allons parler de l'algorithme du sac à dos. Donc je remercie à la fois les gens qui s'intéressent à l'algorithmie de suivre cette vidéo, mais aussi les randonneurs qui ont peut-être cliqué à tort sur une vidéo dont ils pensaient qu'elle parlerait de leur loisir préféré. Pour parler de l'algorithme du sac à dos, laissez-moi d'abord vous présenter un sac à dos. Donc bien sûr, un sac à dos, tout le monde en a un, tout le monde sait à peu près comment ça fonctionne, mais je voudrais revenir sur des notions de base. Un sac à dos, en fait, est un conteneur dont le volume, l'intérieur, est limité. Donc, nous pouvons utiliser uniquement le volume intérieur du sac à dos, ce qui nous pousse des fois à faire des choix. Quand nous partons en rando ou même en vacances, nous essayons toujours de mettre le maximum d'objets dedans, mais nous avons toujours une contenance maximum que nous ne pouvons pas dépasser. Voici déjà le principe de base de l'algorithme du sac à dos. Nous essayons de maximiser les choses que nous voulons mettre dedans, mais nous sommes limités soit par un poids, soit par un volume, aux objets que nous voulons mettre à l'intérieur. On peut retrouver ce genre de situation dans plusieurs domaines, la randonnée par exemple, mais on peut aussi par exemple vouloir maximiser le chargement dans un avion cargo. On peut par exemple être limité par le poids que l'on peut transporter dans un avion, et on veut maximiser le volume des denrées que l'on veut mettre dans la soute. Encore une fois, vous voyez, il y a un point commun, c'est que chaque élément que nous essayons de ranger a en fait deux propriétés. Une que nous voulons maximiser, par exemple ici dans le cas de l'avion cargo, nous voulons maximiser le volume, et une autre propriété qui va être un facteur limitant, par exemple le poids en kilos. Bien, maintenant que nous avons présenté un petit peu en détail l'algorithme du sac à dos, essayons de voir un cas concret où il peut être appliqué. Imaginez par exemple, vous vous réveillez la nuit, vous sentez une grosse chaleur en fait et votre maison est en feu. Vous disposez d'un sac à dos qui est donc limité en termes de volume ou de poids et vous avez des objets que vous pourriez emmener pour les sauver des flammes. Chaque objet a lui-même son poids ou prend une certaine partie du sac à dos et a une valeur à vos yeux, soit une valeur marchande, soit une valeur sentimentale. Ça c'est vous qui voyez. Et donc, ce qu'on aimerait faire en fait, c'est mettre le maximum d'objets dans le sac à dos, tout en étant limité bien sûr à la capacité de contenance du sac à dos, et en fait de maximiser la valeur que des objets qui sont contenus dans le sac à dos. Pour ce cas-là, nous imaginons par exemple que nous avons trois objets devant nous. Nous avons le portrait de Tata Germaine, qui est une aïeule que tout le monde respectait et adorait dans la famille, et qui a énormément de valeur, mais comme c'est un portrait très grand, il a aussi un énorme poids. Nous avons aussi votre boule de bowling qui vous a permis de briller lors des week-ends de compétition depuis des années. Et enfin, vous avez une montre à gousset qui est dans la famille depuis des années, et vous ne savez plus à qui elle a appartenu en premier. Cependant, vous savez qu'elle a quand même encore une grande valeur sentimentale. Lesquels de ces trois objets allez-vous emporter en priorité dans votre sac à dos? C'est ce que nous allons essayer de trouver avec l'algorithme du sac à dos. Commençons par une façon assez naïve de voir le problème. Nous avons donc nos trois objets, le portrait Tata Germaine, la boule de bowling et la montre à gousset. Chacune a un poids, 4 pour le portrait, c'est le plus important, la boule de bowling à 3 et la montre à gousset à 2. Et chacun a une valeur sentimentale. 12 pour le portrait, 10 pour la boule de bowling et 6 pour la montre à gousset. Vous avez à votre disposition un sac qui peut contenir 5. Donc, ce qui est important dans ce 5-là, c'est qu'il soit de la même unité que les poids des objets. Vous pouvez estimer que ce sont des kilos, des grammes, des litres, peu importe. Il suffit que ces données-là soient dans la même unité pour voir si nous dépassons ou non la capacité de stockage. Eh bien, il y a une façon un peu naïve de voir les choses et de dire, eh bien peut-être que pour maximiser le coût, il suffirait simplement de trier les objets par leur valeur, pour savoir quel est l'objet qui a la valeur la plus grande, puis d'essayer de le mettre dans le sac et de parcourir la liste en ordre inverse des valeurs, pour voir si cela ne solutionnerait pas notre problème. Dans notre cas, ici, nous voyons par exemple que nous avons un sac qui peut contenir un poids de 5. L'objet qui a la valeur la plus importante, c'est le portrait de Tata Germaine, qui a une valeur de 12, et qui a un poids de 4. Selon ce procédé, si je prends le portrait de Tata Germaine, eh bien, il restera dans mon sac une seule position, puisque des 5 que j'avais au départ, j'ai enlevé les 4 du poids du portrait, et j'aurai
ici une valeur de 12 dans une valeur émotionnelle de 12. Ensuite, je passerai à la boule de bowling, mais la boule de bowling a un poids de 3, alors que dans mon sac je n'ai plus que 1, je ne pourrais pas l'emmener. La montre à gousset a un poids de 2, alors que dans mon sac j'ai 1, je ne pourrais pas l'emmener. Et donc la solution de cet algorithme, en fait, revient à prendre le portrait de Tata Germaine dans mon sac, qui a une valeur de 12. Nous allons voir comment cela s'écrit en Python, et nous reviendrons après pour voir qu'en fait cet algorithme est loin d'être parfait. Voilà, j'ai ouvert un éditeur Atom et nous allons analyser ensemble la première fonction qui permet de résoudre l'algorithme du sac à dos, cette fois-ci de façon naïve, comme nous l'avons vu. La première chose que nous faisons, en fait, par rapport aux éléments qui sont passés en paramètres, donc l'algorithme du sac à dos prend une capacité maximum, par exemple dans le cas suivant c'était les 5, la valeur 5, c'était le poids maximum que l'on peut mettre dans le sac à dos, et une liste d'éléments. Les éléments, j'ai choisi de les définir en tant que liste de tuples, et chaque tuple en fait contient le nom de l'objet, son poids et sa valeur, dans cet ordre-là. Donc ce que nous commençons à faire, comme nous l'avons vu dans cet algorithme, c'est de trier les éléments selon leur valeur. C'est ce que fait cette fonction sortie qui trie, et là nous utilisons une fonction lambda qui, à chaque valeur x, associe l'indice 2, c'est-à-dire, comme nous revenons ici, c'est leur valeur. Donc ils seront bien triés par valeur. Je commence les éléments sélectionnés, c'est une liste vide, c'est les éléments que nous sélectionnerons pour les mettre dans notre sac à dos. Et le poids total pour l'instant des éléments sélectionnés est de 0. Bien. Donc nous allons passer tous les éléments en revue. Donc tant qu'il y a des éléments à trier dans la liste, eh bien je prends le dernier élément de la liste, puisque la liste a été triée par valeur, je sais que le dernier que je vais prendre est celui qui aura la valeur la plus grande. Et en fait, si le poids du dernier élément plus le poids total, c'est-à-dire le poids qui est déjà dans le sac, est toujours inférieur ou égal à la capacité du sac, eh bien, je l'ajoute aux éléments que je sélectionne. Et je n'oublie pas de mettre à jour le poids total en ajoutant le poids de l'objet que j'ai mis dans le sac à dos, pour que le poids total reflète toujours le poids qu'il a dans le sac à dos. Enfin, je retourne ma solution qui va retourner la somme des valeurs qui se trouvent dans le sac à dos et les éléments sélectionnés. Je vais lancer cette fonction, voyons voir si nous avons bien les résultats escomptés. Donc je lance Python. Voilà, j'ai donc le résultat de mon algorithme naïf. Il me dit que ma valeur maximale dans mon sac à dos est de 12, et il correspond au portrait de Tata Germaine que j'ai emmené. Ok, donc nous avons bien une solution, mais est-ce que c'est la meilleure solution? Ah, eh bien pas tout à fait, parce que même sur ce petit exemple de 3 objets, vous voyez bien que si je prends le portrait de Tata Germaine, j'ai un poids de 4 pour une valeur de 12, mais si j'avais pris la boule de bowling et la montre à gousset, j'aurais eu un poids de 3 plus 2, ça fait 5, je serais resté toujours dans la capacité de mon sac, mais j'aurais eu une valeur de 10 plus 6, 16, ce qui est supérieur à 12 du portrait de Tata Germaine. Il y a donc, à mon avis, une solution bien meilleure que celle-ci pour optimiser les objets que nous allons ranger dans notre sac à dos. Une autre façon de voir les choses, c'est de dire, eh bien, je vais prendre la liste des objets et je vais calculer toutes les combinaisons d'objets que je peux mettre dans mon sac, à partir de la capacité du sac. Et en fait, en calculant toutes les combinaisons, eh bien, je vais forcément trouver celle qui maximise la valeur des objets que j'ai dans mon sac. Ok, voyons voir cela. Donc, par exemple, j'ai mon premier objet, le portrait de Tata Germaine. J'ai un seul objet, donc j'ai 2 solutions. Soit je le prends, oui, soit je ne le prends pas, non. Ok, donc pour un objet, j'ai 2 cas, 2 situations. Si j'ai maintenant 2 objets, donc je prends le portrait de Tata Germaine et ma boule de bowling. Là, en fait, je me retrouve déjà avec 4 cas, puisque soit que nous pouvons écrire comme ça,
Et nous avons nos 4 cas. Soit je prends le portrait et je ne prends pas la boule de bowling, soit je ne prends ni le portrait ni la boule de bowling, soit je prends le portrait et la boule de bowling, soit je ne prends pas le portrait et je prends la boule de bowling. Donc vous voyez déjà qu'avec 2 objets, on est déjà obligé de faire 4 évaluations. Passons maintenant à 3 objets. Et donc ici, vous voyez que cela se multiplie encore une fois. Ici, nous allons avoir des oui. Ici, nous allons avoir des non. Et pour 3 objets, vous vous rendez compte que nous avons déjà 8 possibilités. Donc là, par exemple, le premier, je prends le portrait, je ne prends pas la boule, mais je prends la montre à gousset. Je ne prends pas le portrait, je ne prends pas la boule, mais je prends la montre à gousset, et ainsi de suite. Pour 3 objets, on a déjà 8 évaluations à faire. En fait, vous vous rendez compte que de tout calculer, ça équivaut, par exemple, à avoir 2 puissance n si on a n éléments que l'on veut mettre dans le sac. Et pour vous donner un ordre de grandeur, eh bien, je vais faire une petite liste ici. 1, 2, et je vais jusqu'à 22. Et si ici je mets 2 exposant 1, voilà, vous voyez on retrouve bien qu'avec un objet, on a bien 2 évaluations à faire. Et on se rend compte qu'avec 22 objets, on se retrouve déjà avec plus de 4 millions d'opérations à faire. Donc, cette solution fonctionne effectivement quand il y a un très petit nombre d'objets à évaluer, mais on se rend bien compte que la complexité en 2 puissance n va faire que si vous avez un grand nombre d'objets à stocker dans votre sac à dos, vous ne pourrez plus évaluer toutes les solutions. Il va falloir trouver autre chose. Le principe que nous venons d'expliquer est souvent appelé en algorithmie un algorithme de force brute. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher un petit peu qu'est-ce qui pourrait être les tenants et les aboutissants du problème, en fait on cherche à calculer toutes les solutions, et à partir du moment où nous avons toutes les solutions en main, eh bien il devient facile d'évaluer la plus optimisée. Seulement le problème c'est qu'il peut y avoir un très grand nombre de solutions, et en fait le programme peut prendre un temps infini pour toutes les calculer. Et ce n'est pas toujours possible de procéder ainsi. Mais juste pour voir un petit peu, nous allons voir à quoi ressemble une fonction qui va faire en fait une force brute sur ce genre de problème. Je l'ai appelée ici, sac à dos force brute, et elle reprend la capacité du sac, les éléments, exactement sous la même forme que pour l'algorithme naïf, sous une liste de tuples qui reprend le nom qui est associé à un poids et qui est associé à une valeur. Et cette fois-ci, en fait, on va essayer d'évaluer tous les éléments. Donc nous utilisons pour cela une fonction récursive. Donc pour une fonction récursive, il faut bien entendu montrer un point d'arrêt. Ce point d'arrêt est-ce qu'il reste toujours des éléments à traiter, oui ou non? S'il n'y a aucun élément à traiter, c'est que tous les éléments que la liste d'éléments est vide et que nous les avons déjà tous passés en revue. Et dans ce cas-là, nous avons terminé et nous renvoyons le poids maximum ainsi que les éléments sélectionnés. S'il y a toujours des éléments dans la liste, eh bien nous allons rappeler récursivement le sac à dos de force brute. Dans un cas, nous allons prendre en considération l'objet, c'est-à-dire nous allons le mettre dans le sac à dos, et dans l'autre, l'objet courant, nous n'allons pas le mettre. Et cela va nous générer toutes les combinaisons. La première ligne va en fait ignorer l'objet, l'élément courant. C'est-à-dire que nous allons appeler la fonction sac à dos brut avec la liste d'éléments privés de son premier élément, et nous n'allons rien ajouter aux éléments sélectionnés. Donc c'est-à-dire que l'élément courant, on n'en tient pas compte. Ensuite, nous allons prendre le premier élément de la liste d'éléments. Nous allons vérifier que si on l'ajoute, nous sommes bien encore dans les limites de la capacité du sac à dos, c'est-à-dire que cet objet peut bien être ajouté au sac à dos sans pour autant dépasser sa capacité. Et si tel est le cas, eh bien nous rappelons la fonction sac à dos en force brute. Nous enlevons de la capacité du sac à dos le poids de l'objet que nous venons d'ajouter. Donc en fait, la capacité du sac décroît d'autant. Nous l'avons vu tout à l'heure. Si jamais le sac à dos a une capacité de 5, que j'ajoute le portrait de Tata Germaine qui pèse 4, eh bien il doit me rester 1 pour les objets suivants.
C'est exactement ce que nous faisons ici. Nous renvoyons la liste d'éléments privés du premier, pour dire que nous l'avons traité. Et dans les éléments sélectionnés, eh bien, nous sélectionnons l'élément, le premier élément, pour dire, eh bien, cet élément-là, nous l'avons mis dans le sac à dos. Voilà, donc nous vérifions à la fin, est-ce que laquelle des deux solutions est la meilleure, c'est-à-dire, est-ce que nous avons une meilleure solution quand nous ajoutons l'objet dans le sac à dos, ou lorsque nous ne l'ajoutons pas, et ce qui, petit à petit, va nous ramener la meilleure solution, récursivement, vers la fonction de base. Et à la fin, lorsqu'il n'y a plus d'éléments à traiter, eh bien, nous renvoyons la liste des sélections qui contient la meilleure solution. Nous allons tout de suite exécuter cette fonction pour voir si elle nous donne un bon résultat. Voilà, donc on démarre, ok. Cette fois-ci, nous sommes dans l'algo de force, et nous voyons que l'algo de force, lui, nous ramène une valeur maximale de 16, et nous dit cette fois-ci de prendre la montre à gousset et la boule de bowling. Donc ce qui est plus proche, nous l'avons vu, de la vérité que notre algorithme naïf. Donc encore une fois, cet algorithme fonctionne très très bien quand il y a un petit nombre d'objets, mais nous l'avons vu sous le calque de LibreOffice avant, que dès que le nombre d'objets devient très important, en fait il y a trop de calculs à faire et on ne peut plus exploiter ce genre d'algorithme. Si nous reprenons un petit peu ce que nous avons vu ici, nous voyons aussi qu'il y a des choses qui se répètent énormément. Vous voyez par exemple que dans cette solution-là, nous ne prenons pas le portrait de Tata Germaine et nous prenons la boule de bowling. Mais cet événement est répété plusieurs fois. Il est encore une fois là, par exemple, nous ne prenons pas le portrait de Tata Germaine et nous prenons la boule de bowling. Donc il y a beaucoup de sous-opérations qui sont faites plusieurs fois et on pourrait s'éviter ce travail-là. Donc c'est un peu dans cette optique que nous allons voir l'algorithme de programmation dynamique qui va venir, c'est de voir si toutes les sous-problèmes que nous avons traités, tous les calculs, nous ne pouvons pas un petit peu les factoriser pour les faire qu'une seule fois, au lieu de les faire plein de fois et ainsi perdre énormément de temps. La solution dynamique que nous allons voir maintenant repose en fait sur le même exemple que nous avons vu jusqu'à maintenant. Sauf qu'au lieu de définir directement des solutions complètes, nous allons monter progressivement la difficulté du problème, partir d'une définition simple et ajouter peu à peu les éléments. Vous voyez dans mon tableau, en fait, j'ai écrit les capacités du sac à dos de 0 à 5. Je sais que j'ai un sac à dos qui peut contenir un poids de 5, et donc nous allons voir progressivement ce qui va se passer lorsque l'on augmente progressivement la capacité du sac. J'ai mes trois objets, toujours le portrait de Tata Germaine, fidèle au poste, la boule de bowling et la montre à gousset, qui ont toujours leur poids et leur valeur. Donc, initialisons déjà ce tableau. Nous savons que si aucun objet n'est présent, c'est-à-dire que je vais essayer de remplir mon sac mais je n'ai aucun objet, eh bien la valeur va être de 0 sur toute la ligne. Okay. De la même façon, lorsque j'ai un sac qui peut contenir un poids de 0, eh bien je ne pourrai mettre aucun objet dedans. Donc là, j'aurai une valeur de 0 exactement aussi quand la capacité du sac est à 0. Bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, vous allez voir, c'est qu'on va construire notre solution petit à petit. Et maintenant, on va considérer, par exemple, que la capacité du sac augmente, mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul élément à ranger, c'est le portrait de Tata Germaine. Donc, dans le premier tour, on estime que la boule de bowling et la montre à gousset ne sont pas dans le problème du tout. Nous avons un seul objet et un seul sac. Ok. Donc, si la capacité du sac est 1, par exemple, eh bien, si je n'ai que le portrait de Tata Germaine, pour une capacité de 1, je ne peux pas le mettre, parce qu'il me faut au moins un poids de 4. Donc, la valeur qui en résulte ici est de 0. Pareil, si j'ai une capacité de 2 dans mon sac, nous voyons bien la colonne ici, j'ai une capacité de 2, eh bien je ne peux pas mettre le portrait de Tata Germaine, puisqu'il me faut un poids de 4. Donc encore une fois, c'est 0. Pareil pour 3. Maintenant, j'arrive à la colonne où la capacité du sac est de 4. Donc là, le portrait de Tata Germaine, lui, il a un poids de 4 aussi. Donc c'est pas mal, je peux le mettre dedans. Si je mets le portrait de Tata Germaine dans mon sac, eh bien, je dégage directement une valeur de 12. Ok ? Si je passe à l'élément suivant, eh bien j'ai déjà le portrait de Tata Germaine dans mon sac, il me reste encore une unité, mais je n'ai plus d'objet à ranger,
donc la valeur maximale que je peux obtenir est toujours de 12. Ok, très bien. Maintenant, passons à la boule de bowling, cette fois-ci. Mais nous considérons également la ligne que nous avons obtenue pour le portrait de Tata Germaine et le maximum des chiffres que nous avons là. Vous allez voir comment cela va se passer. Nous n'allons pas être obligés de refaire tous les calculs. Et la programmation dynamique a donc stocké des résultats transitoires ou temporaires qui vont pouvoir nous être utiles pour construire la solution définitive. Si mon sac a une capacité de 1, je ne peux pas ranger ma boule de bowling puisqu'elle a un poids de 3. Okay. Donc ma valeur ici est de 0. Ensuite, si j'ai une capacité de 2, toujours pareil, je ne peux pas ranger ma boule de bowling. Maintenant, j'ai une capacité de 3. Si j'ai une capacité de 3, je peux ranger ma boule de bowling. Et cette fois-ci, j'aurai une valeur de 10. Si j'ai une valeur de 4, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Nous avons vu que pour une capacité de 4, nous arrivons à une valeur de 12 si je prends le portrait de Tata Germaine. Et si je ne prends que la boule de bowling, j'ai une valeur de 10. Donc, ici, il faut faire en fait le maximum. Donc là, pour une capacité de 4, j'ai une valeur de 12 avec le portrait de Tata Germaine. Si j'ai ma boule de bowling, eh bien ma boule de bowling prend un poids de 3 sur les 4. Donc ça veut dire qu'il me resterait 1, mais avec une capacité de 1, je ne peux pas ajouter un autre objet. Donc la valeur maximum que je peux obtenir ici va être de 12, qui est le portrait de Tata Germaine. Pareil ici, nous avons 12 ici avec une capacité de 5. Encore une fois, c'est le portrait de Tata Germaine qui va nous ramener le plus de valeur. Ok. Nous arrivons maintenant tout doucement à la montre à gousset et au moment le plus intéressant, puisque c'est là en fait que nous allons dégager notre solution maximale. J'ai une montre à gousset et je ne peux pas, si j'ai une capacité de 1 dans mon sac, je ne peux pas y ranger ma montre à gousset puisqu'elle demande un poids de 2. Donc j'ai pour l'instant une valeur de 0. Si j'ai une capacité de 2 cette fois-ci, je peux ranger ma montre à gousset et donc j'ai une valeur de 6. Pour une capacité de 3, la meilleure solution semble de prendre la boule de bowling qui a une valeur de 10 par rapport à la montre à gousset qui n'a une valeur que de 6. Et si j'ai ici une capacité de 3 et que la montre à gousset m'en prend déjà 2, ça veut dire que j'ai encore un emplacement de libre pour quelque chose, une unité. Et vous voyez qu'une unité dans la ligne au-dessus, en fait, est à 0. Donc j'aurai 6 plus 0, ça me ferait une valeur de 6, alors que là, je peux avoir une valeur de 10 en prenant la boule de bowling. J'en arrive maintenant à une capacité de 4, et en fait, avec 4, j'ai vu que le portrait de Tata Germaine est celui qui me ramène le plus de valeur avec 12. Ok ? Sauf que si j'ai ma montre à gousset, qui me prend 2 pour une capacité de 4, eh bien j'ai encore 2 unités que je peux utiliser. Mais si je remonte la ligne du dessus et que je vois ce que je peux faire avec 2 unités, pour l'instant j'ai 0. Donc là ça me ferait 6, la valeur de la montre à gousset plus 0 ça fait 6. Et que je rajoute à 12, en fait, qui est la valeur pour l'instant optimisée pour une capacité de 4. Donc c'est pour l'instant la plus grosse valeur est encore une fois 12. Maintenant j'arrive à 5 et je vois que pour une capacité de 5, en fait, soit je prends le portrait de Tata Germaine et j'ai 12, soit je prends une montre à gousset, mais qui sur les 5 va me prendre 2 unités, donc il va en rester 3. Et si je regarde la ligne juste au-dessus qui est optimisée pour 3, et bien avec 3, sans montre à gousset, j'arrive à avoir 10. Si j'ajoute la montre à gousset, j'arrive à 16. Et c'est donc en fait cette valeur-là qui sera la plus haute. En fait, pour vous montrer le calcul, ce que je fais, c'est que je regarde quelle est la solution la plus grande entre 12, qui est la solution qui pour l'instant est la meilleure pour une capacité de 5 dans ma colonne, et je regarde quelle est, si j'ajoute ma montre à gousset de valeur 6 à la valeur optimisée de la ligne du dessus, qui était optimisée pour les 5 moins le poids de la montre à gousset, c'est-à-dire 3.
Donc 6 plus 10, ça fait 16. Voilà. Et donc, en fait, vous vous rendez compte que sur cette dernière ligne, cette dernière cellule, nous avons la solution optimale, qui est à dire de prendre la montre à gousset et la boule de bowling pour un poids de 16. Ok, nous allons voir maintenant directement, sous Atom, comment cela s'écrit avec une fonction Python. Je reprends pour cela Atom, et je vais cette fois-ci m'occuper de la fonction dynamique. Pour la fonction dynamique, vous commencez à connaître, les paramètres sont la capacité du sac et les éléments que nous voulons y ranger. Donc les éléments ont toujours la même forme, c'est une liste de tuples, le nom, le poids et la valeur. Ok. Cette fois-ci, je vais créer ma matrice qui représente en fait ce tableau-là. Et dans ma matrice, je vais l'initialiser à 0, entre la capacité plus 1 et le nombre d'éléments plus 1. C'est ce qui permet en fait, pourquoi il y a ce plus 1 ? Eh bien ça permet en fait de rajouter la ligne des 0 quand il n'y a aucun élément, et ça permet de rajouter la ligne 0 quand la capacité du sac est à 0. Ok, ensuite qu'est-ce que je fais ? Eh bien je parcours les éléments. Donc là typiquement je parcours la montre à gousset, la boule de bowling et le portrait. Pour chaque élément, je parcours la capacité du sac, donc c'est ce que nous avons vu, c'était les colonnes, quand la capacité du sac à 0, la capacité du sac à 1, 2, 3 jusqu'à 5. Et ce que nous regardons ici, c'est que si le poids de l'élément que je suis en train de traiter est inférieur à la capacité du sac, c'est-à-dire que je peux encore mettre cet élément dedans, eh bien, ce que je fais, c'est que je mets dans ma matrice le maximum entre l'élément de la ligne juste avant et, en fait, le maximum de la ligne, l'élément courant, plus la solution optimisée moins le poids de l'élément de la ligne d'avant. Donc je le refais juste avec Excel pour que nous le voyons bien. Ce que je compare, c'est le résultat optimisé de la ligne d'avant pour la même capacité. Donc là, je compare 12. Et je lui compare, en fait, la montre à gousset qui a une valeur de 6. Donc 6. Mais la montre à gousset a un poids de 2. Donc pour une capacité de 5, j'enlève 2, ça fait 3. Et je prends la solution optimisée de la ligne d'avant pour une capacité de 3, qui est 10. Et donc, je fais le max entre 12 et 16, et je garde 16. Et je fais ça à chaque étape. Et enfin, si jamais le nouvel élément ne peut pas rentrer dans le sac pour des questions de capacité, eh bien je garde par défaut la solution optimisée de la ligne d'avant. Ok. Donc ça, ce programme va nous générer cette matrice-là, et nous voyons ici que quand nous retournons le dernier élément de la matrice, eh bien le dernier élément de la matrice est le poids maximum de l'algorithme du sac à dos. Très bien. Sauf que vous avez vu que dans les autres solutions, en fait, on ne se contentait pas de retourner le poids, mais on retournait aussi les éléments sélectionnés pour mettre dans le sac pour obtenir le poids maximum. Comment fait-on cela dans cet exemple-là ? Eh bien, il suffit de reprendre la matrice à l'envers. Ici, nous avons vu que le dernier poids est 16. Et donc, vous pouvez définir, est-ce que 16, c'est la solution optimisée du rendu dessus, ou est-ce que c'est l'élément courant ajouté de la solution optimisée du dessus, dont la capacité, on a soustrait le poids de l'élément courant. Et bien là, nous voyons que 16, ça correspond à 6 plus 10. Donc ça veut dire que nous sélectionnons la montre à gousset. Je vais mettre une petite croix derrière. Voilà. Donc nous avons sélectionné la montre à gousset. Et nous sommes ici au niveau du 10. Et au niveau du 10, eh bien, pour avoir 10 ici, ce que nous avons fait, c'est que nous avons sélectionné la boule de bowling. Voilà. Et en fait, une fois soustrait les 10, nous nous rendons compte que nous sommes
à 0 au niveau de la valeur, et donc le portrait de Tata Germaine n'a pas été sélectionné. Donc vous voyez que dans un sens, nous sommes arrivés à générer le poids maximum, et à partir du poids maximum, nous sommes arrivés, à travers le même algorithme, à régénérer la liste des éléments que nous devons mettre dans le sac. Voilà, donc, nous allons voir comment cela s'écrit, encore une fois, en Python. Cette fois-ci, donc, nous allons parcourir la matrice à partir de la dernière case. Et la dernière case de la matrice, eh bien, elle correspond à la capacité et à la longueur des éléments. Nous allons utiliser une variable d'éléments sélectionnée qui va contenir les éléments que nous sélectionnons pour mettre dans le sac à dos. Au début, elle est vide. Et nous allons voir que tant que la capacité est supérieure à 0, ou tant que nous n'avons pas fini de parcourir tous les éléments, nous allons continuer. Nous allons prendre le dernier élément actif dans la liste d'éléments, nous allons parcourir la liste des éléments à l'envers. Et nous allons voir que c'est exactement ce que nous avons fait dans l'Excel juste avant. Si jamais la dernière valeur, si elle est égale à l'optimisation de la ligne juste au-dessus, c'est que nous n'avons pas rajouté le dernier élément. Si par ailleurs elle est égale à la valeur de l'élément plus la ligne d'au-dessus, mais dont la capacité a été enlevée de la montre à gousset, et bien dans ce cas-là, nous savons que nous avons sélectionné la montre à gousset. Ce programme fait exactement la même chose que l'algorithme que nous avons vu précédemment. Donc, si elle est égale au max, en fait, nous ajoutons l'objet à notre liste d'éléments sélectionnés. Nous n'oublions pas de réduire la capacité du poids de l'élément que nous venons de sélectionner. Et ensuite, nous passons à l'élément suivant. Et nous affichons, par exemple, dans ce cas-là, les éléments sélectionnés et le dernier élément de la matrice qui va nous donner le poids maximum. Si nous lançons cet algorithme maintenant, non, il est encore sur l'algo de force. Voilà, nous avons l'algo dynamique et nous voyons que cette fois-ci, il nous a donné un poids de 16 et qu'il a sélectionné la boule de bowling et la montre à gousset, exactement comme cela a été fait dans l'algorithme de force, mais ce qui fait la différence entre les deux, c'est le nombre de calculs. Si vous voyez en fait le nombre de calculs qui a été fait, ici par exemple pour 3 nous avons fait 8 fois les calculs, et ici en fait le nombre de calculs faits n'est pas une puissance, mais en fait on multiplie la capacité du sac par le nombre d'éléments. Donc si j'ai une capacité de 5, si j'ai une capacité ici de 5, et que j'ai un nombre d'objets de 3, eh bien je vais faire 15 opérations. Ok. Donc pour l'instant, vous voyez que dans les plus petits éléments, là, je vais avoir plus de calculs qu'avant. Hein, puisque là, avec 3 éléments, j'en ai fait 8, et là, j'en ai fait 15. Cependant, si maintenant j'ai un nombre d'éléments qui augmente énormément, là je vais avoir 8, et moi, si je augmente en nombre d'éléments, ici, eh bien, je vais faire 40 calculs, 5 fois 8, alors qu'ici je vais en faire 256. Et plus le nombre d'éléments sera grand, eh bien, plus en fait, la différence en termes de temps de traitement va se faire. Là, vous avez vraiment un algorithme qui est de l'ordre de 2 puissance n, selon les éléments. Et là, vous allez avoir un algorithme qui est en n fois la capacité du sac. Donc ça peut vous donner un ordre d'idée, et selon en fait ce que vous êtes en train de calculer, vous pourrez passer de l'un à l'autre. La brute force peut être très intéressant quand vous avez un très petit nombre d'objets, quand le nombre d'objets évolue. Là, par contre, il faudra absolument passer par la méthode dynamique, sinon vous allez mettre des jours, et peut-être même exploser les capacités mémoire de l'ordinateur. L'algorithme du sac à dos n'est pas seulement intéressant pour les randonneurs et pour les campeurs, comme vous l'avez vu, mais peut être utilisé dans de nombreux cas. À chaque fois que vous avez un élément qui a deux propriétés, dont une est limitante et l'autre que vous voulez maximiser, cet algorithme peut en fait être utilisé.
Ou par exemple, si vous avez dans un procédé de fabrication, vous voulez limiter les chutes tout en maximisant le nombre de pièces produites, c'est un algorithme que vous pouvez utiliser. Si par exemple vous partez en randonnée, que vous avez un espace limité dans votre sac à dos, mais que vous voulez maximiser le nombre de calories des denrées alimentaires que vous emmenez, vous pouvez l'utiliser également. Nous avons vu aussi ce procédé des objets que vous pouvez emmener lorsque, par exemple, vous êtes dans un cas d'incendie, comme nous l'avons évoqué. Vous voulez maximiser les objets que vous emmenez dans un espace limité. Par exemple, ça peut aussi être utilisé. C'est un problème qui peut aussi être transféré, par exemple, pour le cas d'un voleur qui rentrerait dans une maison par effraction, qui voudrait maximiser la valeur des objets qu'il a volés par rapport au poids qu'il aura à transporter. Ça peut aussi régler ce genre de cas. La démarche en fait, que nous avons utilisée ici pour résoudre ce problème est intéressante également, parce qu'elle montre aussi que l'on peut toujours aborder un problème de différents aspects. L'approche naïve, en fait, donne une bonne solution, même si elle ne donne pas la première. On est sûr, en fait, qu'on va déjà utiliser, qu'on va prendre dans notre sac l'objet qui a le plus de valeur. C'est assez naïf comme approche, mais c'est finalement pas une si mauvaise idée, même si nous l'avons vu que c'est rarement la meilleure solution que nous pouvons faire. Mais ça reste quand même une solution, puisque vous vous retrouvez à la fin avec un objet d'une très grande valeur. La deuxième solution, la brute force, est la solution qui va vous permettre de faire tous les calculs de toutes les possibilités. Donc là aussi, ce n'est pas une mauvaise idée, puisque ça permet effectivement de tout calculer, d'avoir vraiment un œil sur tout ce qu'il est possible de faire, et en fait, à la fin, de faire le meilleur choix parmi les choix qui s'offrent à nous. La solution dynamique est la plus intéressante des trois, puisqu'elle va permettre de construire la solution petit à petit et de ne pas refaire des calculs que nous aurions déjà fait plusieurs fois dans le cas de la solution de brute force. Elle va construire la solution en ajoutant toujours quelque chose de nouveau. La capacité du sac qui augmente, ou alors un nouvel objet qui maintenant va pouvoir se baser sur l'optimisation qui a déjà été faite pour aller un cran plus loin. Donc c'est trois façons de voir les choses, trois façons de l'aborder, mais nous voyons qu'en termes d'implémentation derrière, il peut y avoir de grandes différences sur les temps qui seront utilisés pour résoudre notre problème et aussi sur l'espace mémoire que nous allons utiliser. Voilà, donc j'espère qu'après cette solution, vous ne regarderez plus votre sac à dos comme avant et que peut-être que vous aurez une réflexion un peu plus intense au moment de remplir votre sac avant une rando. Bonne journée!